Voilà, bonjour à tous. Merci de votre fidélité. Bienvenue à ce nouveau trimestriel des urgences du CHR de Oui. Je vous rappelle de bien vous identifier sur le chat pour ceux qui le suivent en distanciel pour valider votre présence et pouvoir avoir vos attestations. Alors, les métrorragies vont concerner une proportion importante des femmes enceintes durant le premier trimestre. Et pour la majorité des futurs parents, ça va signifier la fin de la grossesse. Et pourtant, la fausse couche ou l'avortement spontané, ça va concerner une proportion d'environ 15 à 25% des grossesses selon les sources que j'ai pu consulter. Une faible proportion, ben, oui peut-être. Et est-ce que la précocité de l'événement dans le processus le rend plus anodin? Ça, c'est pas si sûr. Loin d'être anodin, la fausse couche représente la perte d'un futur bébé, de tous les projets dont il était porteur. Et le sujet reste quand même étrangement tabou et stigmatisé, en tout cas en Europe occidentale, ce qui provoque un sentiment de culpabilité qui peut être énorme pour les parents. C'est un contexte très particulier, c'est émotionnellement très compliqué, et ça demande aux praticiens une grande assurance dans ses propos et dans sa prise en charge. La patiente et son entourage ne peuvent pas entamer le processus de deuil sans que l'annonce soit claire et sans équivoque, sans approximation ou incertitude. Et la relation de confiance qui devrait être établie entre le professionnel de la santé et la patiente est d'autant plus importante que la situation engendre des incertitudes, des questionnements et du déni. Aussi, la prise en charge doit absolument être claire, sans équivoque, structurée de manière à gagner la confiance et avoir la meilleure observance possible de la part de la patiente. Alors, quelle est la marche à suivre? Quelle est la prise en charge à adopter face à une fausse couche aux urgences? C'est la question à laquelle a accepté de répondre le docteur Grandfils, gynécologue obstétricien, titulaire de 2 diplômes interuniversitaires, un en pathologie maternelle et grossesse, et l'autre en échographie en gynécologie obstétrique. Il est également chef de clinique du service de gynécologie obstétrique du CHU de Liège sur le site des Bruyères. Je vais donc lui céder la parole. Voilà, là je pense qu'on est bon. Super. Je vous remercie pour l'introduction. Je vous remercie également pour votre invitation à venir vous parler ce soir. Le sujet de la question de la grossesse est évidemment éminemment sensible pour les futurs parents ou ceux qui ne le deviendront peut-être même jamais. Comme vous le disiez, c'est important d'instaurer une relation de confiance dans le dialogue avec les parents, et c'est aussi important pour les urgentistes, les infirmiers urgentistes, les ambulanciers qui vont être amenés à recevoir le plus souvent ces patients en première ligne, d'avoir aussi une relation de confiance et une collaboration bien cohérente avec les gynécologues, parce que c'est ensemble que nous recevrons les patientes et c'est ensemble que nous allons les prendre en charge. Je vais donc ici vous présenter le plan d'exposé par quelque chose qui me semble assez important, c'est quelques réflexions préalables à toute la théorie et toute la prise en charge des grossesses qui se compliquent. On parlera ensuite de la terminologie adaptée, parce qu'il y a une fausse couche, une grossesse extra-utérine, un œuf clair, une fausse couche tardive, une mort fœtale in utero. Ce sont tous des termes qui sont assez proches, mais qui ne recoupent pas du tout les mêmes éléments. On parlera d'épidémiologie, car comme vous l'avez souligné en introduction, c'est quelque chose qui concerne une partie non négligeable des grossesses. On parlera un peu de physiopathologie, mais le but n'est pas non plus de rentrer dans des détails scientifiques trop poussés. Ce n'est pas l'urgence en première ligne quand on reçoit la patiente. Ce n'est pas le moment de lui expliquer tout ce qui se passe. Ce qui est important pour elle, c'est déjà de pouvoir lui donner certains éléments et lui expliquer ce qui est sûr, ce qui est moins sûr, et puis pouvoir la rassurer par rapport au futur. Pour être assez clair, je me suis permis de scinder en 3 parties les différents cas de figure auxquels vous êtes confrontés en première ligne aux urgences. Je parlerai également des examens complémentaires que vous êtes amenés à faire.
et les examens complémentaires que les collègues gynécologues vous demandent parfois de réaliser. Et puis on parlera plus concrètement de la prise en charge de ces différents cas de figure. Première réflexion préliminaire, et ceci c'était une dia que j'ai voulu mettre en préparant et en discutant un petit peu du topo avec Émilie Decotal, qui est donc responsable de gynécologie obstétrique sur le site de WI. C'est que les choses sont parfois compliquées parce qu'on n'a pas toujours ce dont on dispose toujours. Il y a ce dont on rêve quand on est infirmier, quand on est médecin, c'est-à-dire avoir une grande équipe H24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et puis après, il y a aussi la réalité du terrain, c'est qu'on n'a pas toujours tout le personnel qu'on veut, parce qu'il y a des burn-out, parce qu'il y a des malades, parce qu'on ne trouve pas des soignants qui soient médicaux ou paramédicaux. Et donc, c'est une situation, enfin, un élément dont il faut tenir compte dans la prise en charge. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de négliger nos patientes, de négliger les urgences vitales, mais il y a certaines choses, certains moyens qu'on n'a pas toujours et qui dépendent d'un centre à l'autre. Évidemment, dans les gros hôpitaux des grandes métropoles d'Europe, il y a toujours un gynécologue, voire 2 gynécologues sur place. On a toujours une banque de sang, on a toujours une embolisation, mais tous les hôpitaux ne sont pas à armes égales. Ce n'est pas dire qu'on prend moins bien en charge les patientes, mais qu'il y a peut-être certaines choses qui ne peuvent pas être faites directement et pour lesquelles ce qui est non urgent peut être parfois différé. Une autre réflexion préliminaire concerne aussi le vécu des patientes. Il y a 150 ans, quand une femme était enceinte, elle entrait dans une période un peu d'incertitude parce que la mortalité périnatale, il y a 150 ans, c'était 25-30% de mortalité qui concernait la mère et ou l'enfant. À l'heure actuelle, grâce à la qualité des soins que la médecine moderne nous offre, la grossesse, dans l'immense majorité des cas, se passe très bien. Et se passe tellement bien qu'on oublie parfois la réalité de ce que peut être la difficulté liée à la grossesse. Et alors, les réseaux sociaux, les blogueuses, les Instagrammeuses ne nous aident pas beaucoup parce que derrière l'idée d'une grossesse, une fois qu'on a eu ces fameuses 2 barres sur ce test de grossesse Clearblue, les gens s'imaginent les échographies, les gender reveal parties, les échographies 3D, les préparations, le yoga prénatal, le chant prénatal. Tout ça, c'est évidemment, ça peut concerner la majorité des grossesses, mais la réalité du terrain est parfois un peu différente. Et donc, la réalité de ce qui est parfois une grossesse, ça peut être une fausse couche, ça peut être une annonce d'un diagnostic antinatal qui est compliqué, ça va nécessiter des amniosynthèses, des échographies, des IRM, du stress qui peut être engendré parfois pour rien, mais parfois, in fine, la grossesse se terminera dans des conditions plus difficiles, avec la perte d'un enfant, avec l'arrêt d'une grossesse parce que l'enfant a un problème de santé, parfois l'enfant va naître prématuré, avec toutes les complications qui s'ensuivent, et puis l'accouchement, même si dans 80% des cas se passe en général de façon tout à fait normale, l'accouchement se termine parfois par un accouchement difficile, instrumental, ou par une césarienne. Et puis quelque chose qui a un volet qui est complètement occulté, si ça dépasse complètement le cadre du topo d'aujourd'hui, c'est le postpartum, parce que la réalité de la naissance, c'est que oui, quand tout se passe bien, c'est le champagne et la maternité, la famille qui vient visiter, mais on oublie souvent la solitude à laquelle font face les jeunes parents qui se retrouvent isolés avec un enfant qui est parfois compliqué, parfois malade aussi, et tout ça va être compliqué. Et la chute d'hormones, la solitude et la fatigue qui suivent la période de la naissance sont parfois très compliquées à vivre. Mais je vous accorde, on quitte le cadre de ce topo. Toujours est-il que même si on est dans un contexte médical qui est parfois pas toujours optimal, on n'a pas toujours le personnel qu'on souhaiterait, on n'a pas les ressources qu'on souhaiterait, il y a quand même certaines choses, certains mots qu'il faut pouvoir éviter. Je ne suis pas là évidemment pour vous donner des leçons parce que comme tout soignant, il y a des jours où on est moins bon que les autres et parfois on regrette les mots qu'on a pu dire parce qu'on était fatigué, parce qu'on était débordé, parce qu'on avait une césarienne à faire, qu'on ait une patiente qui arrivait aux urgences et que ce n'était pas si grave que ça. Sur le plan médical, elle n'allait pas en mourir et qu'on a parfois des mots qui blessent, mais ces mots-là, ils restent dans la mémoire des gens et ça parfois toute leur vie. Et il suffit d'écouter certaines patientes pour l'entendre. Donc les mots, au pire, ce n'est qu'une fausse couche. De toute façon, on peut quand même rien y faire. Voilà, si la grossesse s'arrête, il n'y a pas de traitement, madame. Si la grossesse s'arrête, voilà, c'est comme ça, rentrez chez vous et on verra ça plus tard. 3 gouttes, c'est rien. Si, parfois 3 gouttes, c'est le signe d'une grossesse qui s'arrête. Je le dis toujours aux patients quand ils nous appellent pour savoir s'il faut venir
consulter à 3 heures du matin parce qu'elles perdent du sang, on ne peut rien leur dire. Elles peuvent faire 3 gouttes et c'est le début de la fausse couche. Elles peuvent parfois perdre plus de sang qu'en période de règle. Et pour autant, ce n'est qu'un décollement qui se résorbera par la suite et qui n'aura pas d'incidence sur la fin de la grossesse. Donc, non, on ne peut pas rassurer sur base de ce type de symptômes. Et puis, comme je disais, dire qu'on ne peut rien faire pour une fausse couche, ce n'est pas vrai parce que poser le diagnostic, ça permet aux gens de sortir de l'incertitude et d'avancer dans le processus de deuil qui arrivera par la suite. Après, comme je disais, il y a une réalité du terrain et il y a des urgences qui n'en sont pas forcément. Il y a une différence entre une inquiétude et une urgence. On peut comprendre que les gens sont parfois inquiets parce que c'est leur premier enfant, parce qu'ils ont déjà perdu 2, 3 grossesses et qu'ils sont très inquiets, ils veulent savoir tout de suite. Mais il faut faire avec les ressources qu'on a. Le gynécologue est parfois occupé sur un autre cas où le gynécologue a parfois d'autres choses à gérer. Et on n'est pas obligé d'avoir toute réponse dans la minute ou dans l'heure. Certains éléments peuvent être différés à condition d'être pédagogique et d'expliquer aux patients pourquoi ils seront vus le lendemain en heure ouvrable plutôt qu'à 3 heures du matin. Il y a des red flags qui existent et qu'il faut pouvoir connaître et donc pour pouvoir les dépister. En dehors de ces situations-là, souvent les choses peuvent être gérées de façon différée. Comme je vous disais, il faut tenir compte de la réalité hospitalière. Évidemment, quand on est dans un grand hôpital où il y a des gynécologues sur place qui sont de garde la nuit et qui sont là pour ça, certaines choses peuvent être parfois faites plus vite, mais ce n'est pas le cas dans tous les hôpitaux. Après ces quelques considérations, je pourrais de faire un tout petit peu de théorie pour utiliser les bons mots. Comme disait Camus, mal nommer les choses, ça ajouter du malheur au monde. C'est pareil de façon générale en médecine. C'est important d'avoir un diagnostic précis pour pouvoir informer précisément le genre de ce qu'ils ont et de ce qui va se passer pour eux. Je ne vais pas citer tout ce tableau-ci, mais de façon résumée, on parle de grossesse intra-utérine à partir du moment où on a confirmé qu'il y a bien au moins une vésicule utéline, qui est en général la première chose qui apparaît dans le sac gestationnel. Il y a parfois de petits pièges. Et donc, une grossesse intra-utérine ne peut être confirmée qu'à partir du moment où forcément il y a une échographie. Au contraire, on parle de grossesse ectopique ou de grossesse extra-utérine quand la grossesse n'est pas située à l'intérieur de l'utérus, soit parce qu'elle est dans les trompes, mais elle peut être aussi ailleurs, parfois dans la corne de l'utérus ou parfois carrément dans l'abdomen, sur les pupillons. Il y a quelques petites variétés. On parle de grossesse de la localisation indéterminée à partir du moment où on sait qu'il y a une grossesse parce que le test de bêta-HCG est positif, mais qu'on ne la localise pas, soit parce que la grossesse n'est pas où elle doit être, soit parce que la grossesse est encore trop petite pour qu'elle puisse être vue à l'échographie. Une grossesse intra-utérine est évolutive à partir du moment où une activité cardiaque. Au premier trimestre, la grossesse, c'est assez simple, c'est binaire, la grossesse est évolutive ou pas, mais il n'y a pas de mesure. On parle de grossesse biochimique à partir du moment où il y a eu un test de grossesse positif, qui n'a jamais eu d'échographie, que l'échographie n'a jamais pu déterminer que la grossesse était dans l'utérus ou ailleurs, mais que la grossesse va disparaître toute seule, que le bêta-HCG va régresser spontanément sans autre traitement. Une grossesse arrêtée précoce, c'est une grossesse avant 14 semaines qui s'arrête. Et la différence avec une fausse couche, c'est quand la grossesse s'est arrêtée et s'expulse. Donc, grossesse arrêtée, le bébé, l'embryon est dans l'utérus, mais l'activité cardiaque est éteinte. Alors, à l'inverse d'une fausse couche où la patiente était enceinte, une grossesse intra-utérine qui avait été visualisée et qui s'est évacuée, elle peut être complète si tout est parti ou incomplète s'il reste une partie du produit de fausse couche, un morceau de bébé ou son placenta. Une fausse couche tardive, là, c'est quand la grossesse avait évolué au-delà de 14 semaines d'aménorrhée, 12 semaines de grossesse, mais qu'elle s'expulse avant la période de viabilité, c'est-à-dire 24 semaines d'aménorrhée. Mort fœtale in utero, c'est quand la grossesse, après 24 semaines d'aménorrhée, s'arrête. Donc ça, c'est une situation qui est évidemment éminemment dramatique parce qu'on est tard dans la grossesse, mais ce n'est pas si rare que ça, vu que ça concerne 0,5% de toutes les grossesses chez la femme. En termes d'épidémiologie, comme vous le soulignez, la fausse couche, ce n'est pas quelque chose de rare. 12% des grossesses s'arrêtent avant 12 semaines d'aménorrhée. Donc ça représente quand même plus de 10% des grossesses, et possiblement beaucoup plus
c'est évidemment difficile de le dépister parce que tous les patients ne savent pas forcément qu'elles étaient enceintes. Une étude anglaise ou américaine, je ne sais plus, qui était un peu particulière sur la méthodologie, mais qui était assez intéressante, qui avait recueilli les protections menstruelles de toute une série de femmes qui n'étaient sans contraception pendant 1 an. Donc des femmes en âge de procréer, il n'y a pas de contraception. Et en réalité, dans 50%, et qui avaient des rapports sexuels évidemment, et dans 50% des protections intimes, on retrouvait du produit de fausse couche. Tout ça pour dire qu'en réalité, l'espèce humaine n'est pas si fertile que ça, mais qu'il faut en moyenne en général 1 an pour avoir une conception, et que possiblement 30 à 50% des grossesses s'arrêtent de façon très précoce. Une autre donnée qui est intéressante, c'est que 21% des femmes qui sont enceintes vont présenter des métrorragies, donc des saignements au premier trimestre de la grossesse, ce qui représente, et ça vous êtes évidemment bien convaincu, une cause importante de consultation aux urgences, et en général souvent au milieu de la nuit. Pour parler brièvement de physiopathologie, il faut savoir, et ça c'est une donnée assez intéressante à pouvoir transmettre aux patientes, c'est que dans l'immense majorité des cas, l'étiologie de la fausse couche n'est pas connue. Même quand on cherche, ce qu'on fait presque jamais, mais dans 50% des cas, quand on cherche, on ne trouve pas d'explication à l'arrêt de la grossesse. Quelque chose qui est très important, surtout en particulier quand c'est une première fausse couche, et ça c'est le double message que je transmets toujours aux patientes, et je leur interdis, entre guillemets, de quitter la salle de consultation sans avoir bien retenu ces deux informations-là, c'est que la première chose, c'est qu'elles ne sont, dans l'immense majorité des cas, pas du tout responsables de ce qui est passé. Il faut pouvoir déculpabiliser les patients de la situation parce que, en tant que maman de devenir, en tant que parent de façon générale, la première chose qu'on va faire quand il y a un problème, c'est se dire qu'on a dû faire quelque chose. On a un sentiment de culpabilité. Et donc, la grossesse, en général, quand elle doit s'accrocher, elle s'accroche. C'est très difficile d'arrêter une grossesse qui est en cours. On peut danser, chanter, avoir des rapports sexuels, fumer une cigarette, boire un verre de vodka. Ça ne va pas arrêter une grossesse qui doit s'installer. C'est très difficile. Il faut prendre des médicaments qui ne sont pas d'ailleurs facilement disponibles en pharmacie pour pouvoir arrêter une grossesse qui est censée se poursuivre. La deuxième chose qu'il faut bien leur expliquer, c'est que le fait d'avoir fait une fausse couche ne les met pas à risque d'en refaire une nouvelle. C'est au-delà de 2 à 3 fausses couches, on commence à être 2 à 3 fausses couches de façon spontanée, de façon récurrente, qu'on commence à se trouver dans une situation plus à risque de faire une nouvelle fausse couche. Donc il faut pouvoir être rassurant par rapport aux patientes et surtout les rassurer sur le fait qu'ils ne sont pas responsables de ce qui se passe dans l'immense majorité des cas. Dans la plupart des cas, dans 25% des situations de fausse couche, le problème est chromosomique. C'est pas qu'il y ait une trisomie 21, 13 ou 18, c'est en général parce que au moment du partage des chromosomes entre le spermatozoïde et l'ovule, ils ne sont pas arrivés avec le bon bagage. Normalement, chacun arrive avec 23 chromosomes, mais dans les cas de fausse couche, on se retrouve avec des situations où on se retrouve avec 48 ou 50 chromosomes, je dis n'importe quoi, mais c'est pour vous dire que ce n'est pas des petites mutations qui vont entraîner la fausse couche, mais plutôt des grosses erreurs de transmission de chromosomes. Les autres étiologies de la fausse couche sont les infections de façon générale. Aucune infection, qu'elle soit virale ou bactérienne, n'est propice à l'implantation de la grossesse. Et donc, ça peut être une cause de fausse couche. Et à nouveau, il ne faut pas essayer de faire une enquête et de savoir qui a filé le rhume à la dame qui fait une fausse couche. Il faut donner de l'information sans pour autant chercher un truc précis. Ça n'a pas de sens. Et de toute façon, même si on sait que l'infection est un facteur de risque de fausse couche, ce n'est pas pour autant que le lien est direct. Rarement, les causes de fausse couche à répétition plutôt sont des problèmes de coagulation qui soient constitutionnels ou acquis, comme les anticorps antiphospholipides, les malformations utérines. Les facteurs environnementaux peuvent impacter le devenir de la gestation, mais ce ne sont jamais des liens directs. D'autres pathologies maternelles comme l'obésité, l'hypertension, le diabète, le stress de façon générale n'est jamais positif pour l'implantation, mais à nouveau, il faut déculpabiliser les gens. Stress ne veut pas dire source de fausse couche. C'est souvent un ensemble d'éléments qui vont se surajouter les uns aux autres, pour engendrer un arrêt de grossesse. Alors, quels sont les différents cas de figure auxquels nous sommes confrontés, nous, vous, aux urgences? Premièrement, les métrorragies, la femme qui se sait enceinte, donc la patiente est enceinte, la parenthèse de grossesse, elle a déjà vu son gynécologue et elle saigne. C'est évidemment quelque chose d'inquiétant parce que saigner pendant la grossesse, par définition, ce n'est pas normal. Ça ne veut pas dire que ça va mal se terminer, mais par définition, ce n'est pas normal et ça inquiète à juste titre les patientes. Les deuxième cas de figure qui font que les patientes enceintes consultent chez nous, c'est les douleurs. Ça non plus, ce n'est pas normal. On sait bien quand on est enceinte, ça peut un peu tirailler à gauche ou à droite, mais on n'est pas censé avoir trop mal non plus.
Et puis le troisième cas de figure, peut-être le plus malheureux, c'est la femme qui se sait enceinte et qui veut une échographie. Et ça, on en parlera en toute fin d'exposé pour savoir comment est-ce qu'on gère cette situation. De façon générale, quand on est aux urgences, qu'on soit gynéco, infirmier ou urgentiste, si vous respectez ces deux règles de sécurité, vous n'aurez jamais de problème. Retenez que jusqu'à preuve du contraire, toute femme qui est en âge de procréer, et qui saigne est enceinte. Et que jusqu'à preuve du contraire, toute grossesse est extra-utérine. À partir du moment où vous suivez cet algorithme très simple, il n'y aura jamais de problème, vous ne pouvez pas rater un truc grave. Quels outils a-t-on maintenant pour rentrer dans le vif du sujet pour prendre en charge ces patients qui nous consultent? Là, c'est comme toujours, les gynécologues, on n'est pas réputés pour être les plus fins diagnosticiens et les plus fins chirurgiens. Néanmoins, on travaille comme vous. On pose des questions, on examine nos patientes, on prescrit des examens complémentaires, soit des examens biologiques ou des échographies. Dans l'anamnèse, qu'est-ce qui est important quand une patiente est enceinte, c'est d'avoir une date, de connaître la date de ses dernières règles. Alors évidemment, ça aussi, c'est une étude qui a été faite. Quelqu'un s'est mis à la sortie du métro, je ne sais pas dans quelle ville c'était, et a demandé à toute une série de femmes en âge de menstruation quelle était la dernière règle. L'immense majorité des femmes sont réglées le 1er du mois, le 15 du mois, le 30 du mois. Donc, ça pour dire que, en général, les femmes enceintes, les femmes ne se souviennent pas forcément toujours de façon très précise de leur dernière règle. Néanmoins, avec le temps et l'ère des smartphones, il y a pas mal d'applications. Et je suis toujours assez surpris de savoir que les patientes colligent de façon très méthodique la date de leur règle, la quantité de saignement qu'elles avaient. Enfin, il y a des trucs très sophistiqués pour suivre ça. Mais en tant qu'homme, évidemment, j'ai un peu de mal à apprécier l'intérêt de la chose. Toujours est-il que dans l'anamnèse, avoir la date de la dernière règle, elle fait partie évidemment de la base, parce que sur base des dernières règles, on peut dater la grossesse et avoir une idée de la période où on se situe. Avoir une idée de la contraception est quelque chose qui est important. Alors, c'est pas parce que par exemple une contraception, qu'il leur est prescrit qu'elles la prennent, ou pas parce qu'ils la prennent correctement. Puis, c'est pas parce qu'ils la prennent correctement qu'il n'y a pas des échecs à la contraception. Toute pilule peut être mal digérée ou peut être vomie. Tout stérilet peut se déplacer. J'en ai encore eu cet après-midi en consultation. Tout stérilet a parfois un petit échec. La semaine passée, j'ai encore eu une patiente qui a fait une grossesse extra-utérine sur un stérilet hormonal. C'est pas fréquent, mais ça arrive de temps en temps. Donc, évidemment, savoir si une contraception, ça oriente dans l'anamnèse. A priori, une patiente qui a des douleurs et qui saigne et qui a une contraception bien prise n'est pas censée être enceinte, mais bon, ça peut quand même toujours arriver. Dans l'anamnèse aussi, les signes sympathiques de la grossesse sont intéressants à évaluer. Alors, le terme sympathique, quand ça concerne les nausées, les vomissements et la fatigue liée à la grossesse, c'est un peu discutable. C'est là qu'on voit que la médecine était écrite par des hommes, parce que c'est loin d'être sympathique, tous ces symptômes du premier trimestre en particulier. Toujours est-il que c'est comme ça qu'on les appelle. Mais en général, quand vous avez une patiente qui est bien nauséeuse, qui vomit, etc., la grossesse semble être assez en forme, et donc on peut imaginer que la grossesse est bien évolutive si elles sont en plein dans les symptômes du premier trimestre de la grossesse. Ce n'est pas toujours le cas. On peut avoir des nausées, des vomissements avec la grossesse soit arrêtée, mais en général, c'est quand même plutôt un signe positif. Et d'ailleurs, certaines patientes consultent parfois aux urgences parce qu'elles étaient nauséeuses, elles vomissaient presque tous les jours, et puis d'un coup, les choses s'arrêtent, et ça les inquiète, et c'est parfois dans ce genre de circonstances-là qu'on se rend compte que la grossesse est arrêtée. Dans l'anamnèse aussi, il est important de pouvoir évaluer l'intensité des douleurs, la temporalité, depuis combien de temps la douleur est apparue, est-ce qu'elle est apparue brutalement, est-ce que ça a apparu progressivement, est-ce que le saignement dure depuis longtemps, ou est-ce que les saignements sont arrivés de façon brutale et importante ou non. Une information aussi qui est primordiale, c'est de savoir si la grossesse a déjà été localisée. À partir du moment où la grossesse a déjà été confirmée comme intra-utérine, le risque d'une grossesse extra-utérine est faible, même si dans des cas très rares, on peut avoir un petit piège, ce qu'on appelle une grossesse hétérotopique, ou une grossesse intra-utérine et une extra-utérine, parce qu'il y a eu une grossesse gémellaire, qu'il y en a une qui est restée dans la trompe et l'autre qui est restée dans l'utérus. Bon, c'est quand même pas la situation la plus fréquente. Dans l'examen clinique, à quoi doit-on être attentif? C'est
comme toujours, à l'aspect de la patiente. Quand les patientes arrivent aux urgences, vous prenez leurs paramètres. Vous évaluez, vous avez l'habitude de reconnaître les patients qui sont en état de choc parce qu'on a un aspect de pâleur, des signes de marbrure, des signes de choc, la sudation. La femme enceinte est souvent une femme jeune, enfin, en tout cas pour l'instant, ça reste encore la majorité des cas. Et donc, la femme jeune résiste bien au choc et à l'hypovolémie. Et donc, souvent, quand une femme jeune enceinte se met en choc, c'est qu'elle a déjà saigné pas mal, que ce soit à l'extérieur ou en intra-abdominal. Et la pression artérielle a tendance à se maintenir très longtemps avant qu'elle se croule de façon brutale. Donc, c'est plutôt la fréquence cardiaque augmentée qui doit attirer notre attention quand on a un doute sur une complication hémorragique chez une femme enceinte. Donc dans toute situation clinique, l'examen clinique est important, et en particulier la palpation abdominale dans le cas des métrorragies chez la femme enceinte. Et puis, c'est important d'évaluer de façon objective les pertes de sang. Et ça, c'est vrai qu'on n'a pas, les collègues urgentistes me le disent souvent, c'est qu'ils n'osent pas examiner ou regarder les pertes d'une femme enceinte. Et pourtant, on sait bien que ça fait parfois mauvais genre de demander à la patiente de retirer sa protection ou de pouvoir évaluer soi-même ce qui se passe. Mais pourtant, ça doit être fait en première ligne. Parfois, les patientes décrivent des saignements catastrophiques alors qu'en fait, elles ont pas goutte. Et puis, parfois, à l'inverse, les patientes ne disent pas grand-chose, ne sont pas forcément en état de dire grand-chose parce qu'elles sont en état de choc. Et ça peut être le saignement peut être cataclysmique. Donc, c'est important d'évaluer en première ligne directement l'importance des pertes de sang. Dans les examens biologiques que vous allez réaliser souvent en première ligne, il y a différentes choses. Le groupe sanguin et les rails, on va en parler, l'hémogramme et le bêta-HCG, qui est l'hormone de grossesse, évidemment un phare dans la nuit pour l'évaluation de l'évolution de la grossesse. Alors, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir le groupe sanguin de la patiente? Je fais un rappel, probablement beaucoup d'entre vous, ce que je vais vous dire est une information qui est déjà acquise et bien maîtrisée, mais néanmoins, ici vous avez la représentation de ce qu'est un globule rouge, et le globule rouge, comme chaque cellule, a une carte d'identité. C'est ce qu'on appelle sa caractérisation, c'est son phénotype. Et donc à la surface de la cellule de globule rouge, il y a toute une série d'antigènes, dont les plus connus sont les antigènes A et B, qui permettent de définir le groupe sanguin comme A+, B+, AB, si on a les deux, ou O, si on n'a ni l'antigène A ni l'antigène B. Et puis à sa surface, il y a aussi d'autres antigènes qui sont moins connus, mais celui qui l'est le plus souvent, c'est l'antigène grand D, qu'on appelle communément le résus positif. Donc on parle de quelqu'un qui est O positif, c'est quelqu'un qui a ni l'antigène A ni l'antigène B, mais qui a l'antigène grand D positif. Donc c'est ça, être AB+, mais en fait, en réalité, il y a beaucoup d'autres antigènes qui existent, c'est juste que les plus connus sont ceux-là. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir le groupe sanguin d'une femme enceinte, et en particulier une femme enceinte qui saigne? C'est que la maman a sa carte génétique à elle, avec ses antigènes qui lui sont propres. En revanche, le bébé, donc l'embryon, ou le fœtus après 14 semaines, à lui, ses globules rouges, à lui qui lui sont propres. 50% de la génétique de l'embryon est issue de la maman en général. Ce n'est pas le cas forcément quand regardons l'ovocyte. Et 50% de la génétique du bébé sont issus du papa, qui lui peut avoir un groupe sanguin différent. Car le classique est le plus simple, c'est la maman est résus D négatif et le papa est résus D positif. Le bébé a possiblement lui-même le groupe résus D positif. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a une fausse couche ou un traumatisme lors de la grossesse de façon générale? Il y a un risque de passage du sang du bébé à travers la circulation maternelle. Et donc, on se retrouve dans la circulation de maman avec possiblement des globules rouges résus D positifs qui vont se promener. Si on ne fait rien, la circulation, le globule rouge fœtal positif va se promener dans la circulation maternelle jusqu'à ce qu'il croise les cellules immunitaires de la maman qui vont capter la cellule étrangère, la reconnaître comme étant étrangère et n'ayant rien à faire là, la détruire, mais le système immunitaire a une mémoire et ne va pas vouloir se faire envahir une deuxième fois, et donc va demander à d'autres cellules immunitaires qu'on appelle les plasmocytes de produire pour la suite et pour toute la vie de la femme
des anticorps anti-Rhésus grandé. Alors, à court terme, ça ne change rien, mais à long terme, ça veut dire que si la maman est à nouveau enceinte et que le bébé est à nouveau Rhésus positif, les anticorps qui seront dans le sang de la maman vont traverser en cours de grossesse le placenta et aller attaquer les globules rouges du bébé, ce qui va conduire la grossesse à être en péril, parce qu'un bébé qui perd ses globules rouges, c'est comme nous, il en a besoin. S'il n'a pas le globule rouge, il va se trouver en défaut d'oxygénation de ses tissus, et ça va se compliquer d'insuffisance cardiaque, et à la fin, s'il n'y a rien n'est fait, de mort fœtale in utero. Ce phénomène, qu'on appelle la luminisation fœtale, est irréversible à partir du moment où les anticorps sont produits, on ne pourra plus jamais les supprimer. Et ça veut dire que toutes les grossesses suivantes pourront être potentiellement extrêmement compliquées à gérer pour l'équipe suivante. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment primordial que toute femme enceinte qui saigne, si on n'a pas de carte de groupe sanguin pour elle, si on ne retrouve rien dans le réseau de santé wallon, il faut absolument lui prélever un groupe en urgence, parce que si elle est Rhésus négatif, il faudra prendre des mesures spécifiques dans son cas. La deuxième chose qu'on demande, ce sont les rails. Alors les rails, c'est devenu un mot commun, et finalement, en tout cas, moi quand j'interroge les étudiants sage-femme et les étudiants en médecine, quand je leur demande ce que c'est un rail, ils ne savent plus forcément ce que ça veut dire. Donc un rail, en réalité, on devrait dire une rail, donc c'est une recherche d'agglutine régulière. Ce sont des anticorps qui n'ont rien à faire là, et donc en l'occurrence, parfois, ces fameux anticorps qu'on peut avoir s'il y a une réaction du système immunitaire de la maman contre le groupe sanguin du bébé. Alors vous, aux urgences, les rails, vous avez l'habitude de les prélever, vu que c'est ce que vous prélevez quand vous faites une compatibilité. Quand vous faites une compatibilité, vous cherchez le groupe sanguin du patient, et aussi vous cherchez à savoir s'il y a des anticorps irréguliers, parce que si vous devez transfuser le patient, il faut savoir quelle poche on peut lui donner. Donc ça, c'est exactement ce qu'on recherche aussi dans la grossesse. Et en particulier dans le cadre d'une fausse couche, il faut avoir des rails, parce que si la dame saigne et saigne beaucoup, il faudra possiblement la transfuser. Le RhoGAM, c'est aussi un médicament que vous êtes souvent amené à faire aux urgences. Donc chez ces patientes qui sont Rhésus négatifs, qu'est-ce que le RhoGAM? En fait, le RhoGAM, c'est un produit dérivé du sang humain, donc c'est comme les globules rouges, les globules ou les plaquettes. Ce sont en réalité des immunoglobulines humaines anti-Rhésus D. Et quel est le mécanisme, en fait? C'est que quand vous avez une patiente qui est Rhésus négatif, qui saigne, le gynéco vous demande de faire un RhoGAM à la patiente, parce qu'en fait, en faisant un RhoGAM, vous allez envoyer dans la circulation maternelle des anticorps externes, exogènes, qui vont faire le job du système immunitaire de la maman. Et donc, le système immunitaire de la maman n'ayant plus de travail à faire, elle ne va jamais être confrontée à devoir avoir cette réaction de mémoire auto-immune qui pourra mettre en péril les grossesses suivantes. Donc c'est ça le RhoGAM, ce sont des anticorps anti-Rhésus D. Puis en fait, ce test de Kleauer qu'on vous demande parfois aussi de faire, mais plus souvent quand une femme enceinte a eu un traumatisme, un accident de la route ou un coup direct sur le ventre. Le Kleauer, c'est un test qui permet de repérer la présence de globules rouges du bébé dans la circulation de la maman. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Ça permet d'évaluer si le traumatisme a été conséquent pour la grossesse. Si le test de Kleauer est négatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de passage de sang de bébé dans la circulation maternelle. S'il n'y a pas eu de passage s'il n'y a pas eu de passage de globules rouges du bébé dans la circulation maternelle, c'est qu'a priori, le traumatisme n'a pas eu de conséquences, en tout cas, sur l'enfant. Petite particularité, quand on fait une prise de sang chez une femme enceinte, alors le mode de fonctionnement d'une femme enceinte est très différent par rapport à une femme non enceinte. Le cœur pompe plus de sang, la pression artérielle baisse, la fréquence cardiaque monte un petit peu, les poumons respirent un peu moins. Mais au niveau de l'analyse de sang, c'est un peu différent aussi. Il y a une certaine hémodilution du sang chez la femme enceinte. Donc, nous, on tolère l'anémie, on tolère un certain degré d'anémie qui est physiologique. Après, ça ne doit pas forcément être trop bas, mais tant qu'on est au-dessus de 10,5 grammes par décilitre, c'est une coquille, d'hémoglobine, on considère qu'on est encore dans la norme chez la femme enceinte.
À l'inverse, par contre, chez les globules blancs, on est plus tolérant. Là, il y a une hyperleucocytose qui est normale chez la femme enceinte, et donc 14 000 blancs, c'est peut-être normal chez la femme non enceinte, mais pour nous, ça reste dans les normes, donc il ne faut pas se tracasser par rapport à ça. La dernière chose, les plaquettes, elles baissent aussi souvent chez la femme enceinte, parce qu'il y a un phénomène d'hémodilution de façon générale. La femme enceinte a 1 litre de sang de plus que la femme non enceinte, donc elle se retrouve avec 6 litres de sang, mais il y a plus de plasma que les globules rouges et plaquettes qui augmentent, et donc il y a un certain degré d'anémie et de thrombopénie chez la femme enceinte. Donc pareil, une femme enceinte qui a 110 000 plaquettes, c'est pas du tout un problème de façon isolée. L'HCG, ça c'est aussi une analyse qu'on vous demande souvent de faire en première ligne aux urgences, donc c'est l'hormone de grossesse. C'est une hormone qui est spécifique à l'espèce humaine. Alors, tout le monde, quoi qu'en disent les laboratoires, si vous regardez les résultats de laboratoire, les biologistes aiment bien mettre ce taux d'HCG correspond à une grossesse de 6 à 8 semaines, 9 semaines. Les labos, ils sont très attachés, les patients, ils sont très attachés, mais en réalité, ça ne veut rien dire du tout. Vous avez ici une courbe qui vous montre que la production d'HCG pour une grossesse est très variable d'une femme à l'autre et d'une grossesse à l'autre d'ailleurs. Et donc, ce n'est pas parce qu'on est à 5000 HCG qu'on est forcément 5 semaines d'aménorrhée. La seule chose qui permet de dater une grossesse, c'est l'échographie. Ce n'est pas du tout l'hormone de grossesse. Néanmoins, elle a quand même un intérêt à l'HCG parce que, ça permet de confirmer la grossesse. Dans l'immense tel cas, quand l'HCG est positif, c'est que la femme est enceinte. Dans d'autres cas, ça peut être un marqueur tumoral, mais enfin, c'est des choses plus rares. Donc, ça permet d'avoir un intérêt diagnostique. L'HCG est important aussi parce qu'il évolue d'heure en heure et plutôt de jour en jour. Et on sait que classiquement, le taux d'hormones d'une grossesse qui évolue bien double toutes les 48 heures. Alors ça, c'est classique. Ce n'est pas une vérité absolue, mais classiquement, quand le taux d'hormones augmente toutes les 48 heures, enfin double toutes les 48 heures, c'est qu'a priori, la grossesse est bien évolutive et bien implantée. Les grossesses qui sont extra-utérines n'ont pas cette même cinétique d'hormones de grossesse. Et c'est parfois l'ascension est parfois beaucoup plus lente. Donc, c'est quelque chose qui peut nous aider dans notre démarche diagnostique. Maintenant qu'on a parlé de l'anamnèse, d'examen clinique et des examens complémentaires, on va pouvoir aborder le cas de figure de façon concrète. On l'a dit, l'hémétrorragie chez la femme qui est enceinte, ça représente 21% des grossesses finalement, donc c'est quelque chose auquel nous sommes tous confrontés au quotidien. L'anamnèse, je vais un peu répéter les choses que j'ai dites, mais doit se centrer sur la question des dernières règles, savoir s'il y a des douleurs qui sont associées au saignement, si la grossesse a déjà été confirmée comme intra-utérine, si la patiente a des antécédents de fausses couches, évidemment si la patiente a déjà fait 2, 3 fausses couches, le risque qu'elle en fasse une nouvelle est probablement plus élevé. À l'examen clinique, comme pour toute admission aux urgences, vous allez prendre ces paramètres vitaux, palper le ventre, évaluer s'il y a des signes de choc et évaluer de façon objective si la patiente saigne un peu, beaucoup ou vraiment très fort. Et en fonction, elle sera prise en charge de façon variable. Ici, je me suis permis de vous proposer un petit algorithme de prise en charge qui pourrait, moyennant qu'il soit validé par les équipes des urgences et puis par mes collègues gynéco de l'hôpital, mais c'est un algorithme que je pense qui peut servir de base pour une stratification de la prise en charge chez la femme qui, en gros, est enceinte, qui a une grossesse qui est enfin, une grossesse qui a été confirmée par un test urinaire ou pas, ou en tout cas une patiente qui a un test de HCG réalisé chez vous ou chez elle qui est positif et qui vient pour démétrorragie. Donc, je vous ai mis en rappel, il est essentiel d'avoir son groupe sanguin. Et puis, à partir du moment où la patiente rentre, ben voilà, vous allez pouvoir la faire rentrer dans Scanva. Première question à se poser, est-ce que la patiente a déjà eu une échographie? Et si c'est une échographie, est-ce que la grossesse intra-utérine a déjà été confirmée? Parce que des fois, les patientes arrivent très tôt chez le gynécologue, elles ont fait un test de grossesse, il est positif. Ben là, à l'échographie, on ne voit rien parce qu'elles ont un jour de retard de règles, donc forcément, on n'est pas censé voir quelque chose. Si la grossesse intra-utérine a déjà été confirmée, que la patiente a de bons paramètres, une métrorragie très faible, qu'elle a pas mal, ou qu'elle a juste des petits tiraillements, et si on est dans ce cas de figure-là, comme je vous disais, il faut tenir compte de la réalité clinique et de la disponibilité des gynécologues, qui ne sont pas forcément ici sur place H24. Une échographie, évidemment, tout doit se discuter avec le gynécologue qui est quand même au bout du téléphone. Une échographie dans un délai raisonnable peut être envisagée. Si par contre vous avez une patiente qui a une grossesse, même s'il est déjà intra-utérine, qui a déjà été confirmée, mais qui a des signes de choc, qui a des saignements qui sont importants, ou qui a une douleur qui est assez importante, ben là, dans ce cas de figure-là, on ne peut pas différer l'évaluation au lendemain.
et la visite gynécologique doit être réalisée de façon plus rapide. Au cas où la grossesse intra-utérine n'a pas été confirmée, la première chose à faire, en plus du groupe sanguin, c'est d'avoir un taux d'hormones de grossesse. Et sur base de ça, on va à nouveau adapter la prise en charge. Le seuil de 1000 d'hormones de grossesse est choisi parce qu'en général, à partir de 1000 unités d'HCG, la grossesse doit être visible à l'échographie. En tout cas, maintenant que la qualité de machine qu'on a, à partir de 1000, on doit pouvoir voir un sac gestationnel qui soit intra-utérin ou dans la trompe. Donc, si vous vous retrouvez dans le cas de figure où le taux d'hormones est supérieur à 1000, à nouveau, il faut évaluer la clinique. La patiente a de bons paramètres, elle ne saigne presque pas, elle a une petite trace de sang et elle n'a pas particulièrement mal. Il n'y a pas d'urgence dans la minute à ce que la patiente soit vue par le gynécologue et un rendez-vous doit lui être proposé dans un délai raisonnable après discussion avec le gynécologue qui doit trouver une solution. Si, par contre, le taux d'hormones est supérieur à 1000 et que la patiente ne va bien, qu'elle crève la rage, qu'elle est en choc ou qu'elle a une douleur importante, ce qui doit faire suspecter soit une fausse couche hémorragique, soit une grossesse extra-utérine, la patiente doit être vue rapidement par le gynécologue pour pouvoir faire le diagnostic différentiel. Si le taux d'hormones est inférieur à 1000, que la patiente est cliniquement bien, qu'il n'y a aucun signe, aucun red flags, après contact avec le gynéco, un contrôle de bêta-HCG à 48 heures peut permettre de gérer la situation. Parce que de toute façon, si la patiente a 50 d'HCG et qu'elle va bien, on ne verra rien à l'échographie le plus souvent. Et que la seule chose qu'il faut faire, c'est contrôler l'HCG à 48 heures. S'il augmente, tant mieux. Enfin, s'il augmente, s'il double en 48 heures, c'est plutôt bon signe. Et là, il faut prévoir un rendez-vous, en général une semaine plus tard, comme si on a plus d'hormones de grossesse. Si par contre le taux d'HCG diminue, passe de 50 à 15, à 48 heures, probablement que la grossesse est en train de s'interrompre toute seule et que c'est une grossesse biochimique. À nouveau, si on se retrouve par contre dans un cas de figure où le taux d'hormones est inférieur à 1000, mais que la patiente n'a pas de bons paramètres, des saignements importants ou une douleur importante, là il faut demander un avis gynécologique. C'est vrai qu'on dit qu'en général que quand le taux d'hormones est en dessous de 1000, la grossesse extra-utérine est peu probable, mais ça arrive quand même dans certains cas d'avoir une grossesse extra-utérine avec des taux d'hormones qui sont assez faibles, en dessous de 1000. Ça ne nous arrive pas souvent, mais ça nous arrive quand même chaque année. Donc voilà, c'est un algorithme. Je ne vais évidemment pas, mon but n'est pas de vous imposer un mode de fonctionnement, mais c'est peut-être une base qui pourrait vous servir pour, dans vos gestions de métrorragie au premier trimestre, pour peut-être vous servir de base pour installer, implémenter dans votre service en collaboration avec les collègues gynéco. Mais je laisserai Émilie, Charline, etc. réagir à ceci. Parce qu'en effet, ce qu'on craint toujours, au-delà de la fausse couche hémorragique, c'est la grossesse extra-utérine, donc cette fameuse grossesse tubaire, ou qui peut être ailleurs. Ici, vous avez donc l'image de gauche, c'est une grossesse dans la trompe, l'image du centre, c'est une grossesse dans une cicatrice de césarienne. C'est pas très fréquent, mais maintenant qu'il y a de plus en plus de césariennes, il y a de plus en plus de grossesses sur les cicatrices de césarienne, c'est rare, mais c'est extrêmement dangereux. Et puis, très rare, surtout chez nous, c'est des grossesses intra-abdominales. On croise de temps en temps dans des collègues qui ont travaillé en Afrique ou d'autres pays avec de moins bonnes ressources médicales, ou encore des cas de grossesse intra-abdominale qui évoluent assez tard et donc parfois donnent même des naissances à des bébés quand la situation ne tourne pas en catastrophe. Alors, la deuxième situation clinique à laquelle vous êtes souvent confronté aux urgences, ce sont les douleurs chez la femme qui est enceinte. Alors là, il y a deux cas de figure, soit la grossesse à moins de 24 semaines, soit plus de 24 semaines. Plus de 24 semaines, vous allez voir, ce sera beaucoup plus simple, en tout cas pour vous. En dessous de 24 semaines, une femme qui a mal au ventre, c'est assez fréquent. Le plus souvent, ce sont des douleurs ligamentaires. Donc, douleurs ligamentaires, c'est un terme générique qu'on a inventé pour pouvoir poser un diagnostic aux patients et avoir l'air intelligent. Mais en gros, ce sont toutes les douleurs que les femmes ont en cours de grossesse et qui ne sont pas graves, qui sont simplement liées au fait que l'utérus grossit, qui prend du poids, qui appuie sur les ligaments et le plancher pelvien et que ça lui fait mal, en particulier en fin de journée ou quand elle a fait du sport ou porté des choses lourdes. C'est pas grave. Ça n'a aucune incidence sur la grossesse, ça peut être handicapant, c'est sûr, mais ce n'est pas grave, ça n'a pas de conséquences ni pour la maman ni pour le bébé. On traite ça en général par du magnésium, du dafalgan, du buscopan, des trucs comme ça. C'est très gynécodépendant, il n'y a aucune recommandation là-dessus. Mais tout le monde fait ça depuis toujours, donc on continue à le faire sans trop savoir pourquoi.
quelque chose qui est plus fréquent, qui est fréquent également dans les douleurs chez la femme enceinte, ce sont les infections urinaires. Donc, toute femme enceinte qui est conçue pour des douleurs pelviennes doit avoir une tigette urinaire et éventuellement un EC du cul. Je ne sais pas comment est-ce qu'on dit ah oui. Moi, Liège, je suis très attaché au terme de cul, mais je ne sais pas si ça percolait jusqu'ici. C'est très. Parler de ça en France ou à Bruxelles, ils ne savent pas ce que c'est. Alors après, il y a des choses qui sont plus rares, mais ce sont les fausses couches qui peuvent apparaître à n'importe quel terme de la grossesse. Donc ça aussi, ça peut se manifester par des douleurs avant même les saignements. Des choses encore plus rares, mais qui existent aussi, ce sont toutes les autres causes non gynécologiques de douleurs chez l'humain de façon générale, comme l'appendicite. Ça arrive. C'est parce qu'on est enceinte qu'on n'a pas le droit de faire une appendicite ou une cholécystite, une pyélonéphrite, donc une pierre au rein. Donc, il n'y a pas la grossesse, c'est pas parce qu'on est enceinte qu'on ne peut pas faire autre chose. Donc, même si la femme est enceinte, il faut pouvoir aussi la considérer dans sa globalité et pouvoir l'évaluer de façon clinique et de façon générale. Il ne faut pas tout remettre sur la grossesse. Et donc là, pour le coup, je ne vais pas vous apprendre votre métier. C'est vous qui gérez ça, qui êtes les professionnels des urgences. Donc, je ne vais pas vous apprendre comment est-ce qu'on dépiste comment est-ce qu'on prend en charge des douleurs abdominales chez le patient de façon globale. Mais peut-être juste rappeler que la femme enceinte a le droit d'avoir une prise de sang, a le droit d'avoir une analyse d'urine, une échographie, et éventuellement, si c'est nécessaire, un scanner, parce que quand on a une appendicite chez une femme enceinte, mieux vaut pas l'ignorer parce que ça se compliquera. Et si un scanner est nécessaire pour faire le diagnostic, parce que l'échographie ne voit pas l'appendice, c'est parfois nécessaire, vaut mieux faire un scanner pour rien qu'opérer la patiente pour rien. Dans votre gestion de ces douleurs-là chez la femme avant 24 semaines, évidemment, vous allez comme souvent devoir appeler le collègue gynécologue parce que vous avez une situation qui vous semble possiblement peu inquiétante, mais la femme est enceinte, vous êtes quand même limité dans votre diagnostic, et donc c'est dans ces cas-là qu'il faut faire appel au gynécologue, et en particulier quand il y a des red flags, c'est-à-dire que les douleurs pelviennes sont vraiment très importantes et que vous n'avez rien d'autre à vous mettre sur la dent. Quand il y a des saignements qui sont associés aux douleurs, forcément, la priorité et le problème est a priori gynécologique. Une femme enceinte qui saigne et qui a très mal au ventre, le plus probable, c'est pas qu'elle fasse une appendicite, c'est qu'il y a une complication à sa grossesse. Donc, c'est une situation dans laquelle les gynécologues doivent être contactés pour la prise en charge. Quand vous avez une fièvre qui est d'origine indéterminée chez une femme enceinte, si vous n'avez aucun autre signe que la femme est enceinte, qu'elle a très mal au ventre et qu'elle a de la fièvre et qu'il n'y a rien d'autre, une infection intra-utérine doit être exclue. Et donc, c'est des situations dans lesquelles les gynécos doivent être contactés rapidement. Et puis, à partir de 18-20 semaines, en général, la femme enceinte sent son bébé bouger. Mais si vous avez une patiente qui a très mal au ventre et qui, jusque la veille, sentait son bébé bouger et qui ne le sent plus, probablement qu'il y a un problème dans sa grossesse, et c'est une situation dans laquelle il faut aussi pouvoir contacter le gynécologue. Après 24 semaines d'aménorrhée, toute femme enceinte qui consulte pour des douleurs abdominales doit, a priori, jusqu'à preuve du contraire, un problème à sa grossesse, et doit peut-être transférer chez les collègues sages-femmes et gynécologues pour une évaluation obstétricale. Éventuellement, si sur le plan obstétrical, tout est normal, que le col est long, qu'elle ne contracte pas, que le bébé va bien, etc., c'est pas parce qu'on a passé 24 semaines qu'on ne peut pas faire une appendicite, une pyélonéphrite, une pierre au rein. Donc, il faut pouvoir collaborer. La collaboration va dans les deux sens. Et donc, les gynécos ont parfois et ont souvent besoin de leurs collègues urgentistes pour prendre en charge les douleurs de leurs patientes. J'en arrive enfin au dernier cas de figure, qui malheureusement est quand même assez récurrent dans tous les services d'urgence. C'est la patiente qui a fait son test de grossesse et qui veut fêter ça avec sa copine ou son copain, et qui veut son échographie alors qu'il n'a aucun problème. Alors dans ce cas de figure, les choses sont très simples. Dans votre cas, vous avez un numéro de téléphone, je suis allé sur votre site internet. Vous gérez ça pour une prise de rendez-vous. Je ne sais pas comment ça fonctionne chez vous. En tout cas, quand c'est moi qui suis filigarde avec la patiente, affirme ouvertement qu'elle n'a aucun problème et qu'elle veut juste savoir si le bébé va bien. Je vais avec mon collègue urgentiste et je transmets le numéro de notre secrétaire. Voilà un petit peu ce que je voulais transmettre comme message aujourd'hui. J'espère ne pas avoir été trop long. Si je peux synthétiser finalement les grandes lignes de ce post, c'est ne pas oublier que nous avons notre vision de soignant, les patients qui viennent souvent en couple
ont leur perception, qu'elles sont parfois diamétralement opposées et qu'il faut, mais ça vous avez l'habitude, trouver le terrain d'entente entre leur expliquer que l'inquiétude n'est pas forcément quelque chose d'urgent à régler dans la minute et qu'il faut parfois différer les choses. L'immense majorité des grossesses se passent bien, mais parfois il y a des complications. Et dans la mesure où à l'heure actuelle, la société veut que la grossesse est une période merveilleuse dans laquelle il faut absolument s'épanouir, mais quand les choses ne vont pas bien, les patients tombent de très haut. Et puis rappeler l'importance de la collaboration entre les différents soignants. En général, le manque de respect, les défauts de communication ne sont jamais positifs ni pour les soignants et encore moins pour les patients, parce que ce sont souvent eux les premières victimes. Donc, loin de moi l'idée de venir vous faire la morale. On a tous nos problèmes dans nos services de communication. Et comme je disais encore hier à une stagiaire, en général, 80% des difficultés dans un hôpital, quelle que soit sa taille, c'est toujours les problèmes de communication. En général, les problèmes de santé sont souvent plus simples à régler que les problèmes de communication à partir du moment où une situation clinique met en branle différentes spécialités médicales et paramédicales. C'est souvent ça qui pose le problème. C'est important de communiquer et puis aussi peut-être améliorer les protocoles, les trajets de soins, les stratégies de prise en charge pour qu'elles soient globalisées et communes pour tous les différents spécialistes. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis là pour vos questions. Donc, pour réhydrater. Chaud. Merci, Dr. Grandfils, en tout cas pour la qualité de votre présentation, qui nous éclaire un peu dans la prise en charge de ces événements qui sont plutôt sombres. Est-ce qu'il y a des questions dans le public sur place? Je vais juste, pour que tout le monde, donc, c'est la place du ROGAM. Est-ce que l'injection du ROGAM doit être systématique après chaque fausse couche? Donc, le ROGAM, c'est une injection unique d'immunoglobuline. La quantité, dans l'immense majorité des cas, la quantité qu'on injecte, il n'y a qu'un seul dosage en Belgique, en France, ils ont d'autres dosages, mais chez nous, ça couvre 12 semaines de grossesse, entre guillemets. Donc, si la patiente a une fausse couche, la grossesse se termine, et à moins qu'elle soit réenceinte dans les 3 semaines, ou même dans les 5 semaines et qu'elle renseigne la semaine suivante, a priori, ça va gérer le problème. Quand on a une patiente qui a des saignements répétés pendant la grossesse, avec une grossesse qui va évoluer, on réévalue. Si elle saigne de façon, si elle saigne à 3 mois et puis à 7 mois de grossesse, là, on va devoir refaire une deuxième dose de ROGAM parce que la couverture est dépassée. Dans certaines situations, mais c'est rare, mais c'est quand il y a des gros accidents, surtout des accidents de voiture et qu'il y a des gros décollements placentaires et un transfert massif de sang du bébé vers la mère qui conduit souvent à une mort fœtale. La quantité de sang qui arrive de la circulation maternelle est tellement importante qu'il faut parfois faire une deuxième dose de ROGAM pour être sûr de couvrir suffisamment. C'est vraiment exceptionnel. Voilà, on a répondu à la question. Une question plus courte, dont la réponse sera certainement tout aussi courte. Vous avez parlé du monitoring fœtal. À partir de quand, si vous saviez vraiment nous donner, à partir de quel nombre de semaines de grossesse on doit d'abord envoyer un monitoring fœtal? Alors, on doit, d'abord, il faut voir si une femme enceinte est à 28 semaines de ménorrhée ou même à terme et consulte pour un problème qui n'est pas obstétrical a priori, la priorité, voilà, c'est typiquement l'accident de la voie publique, ou un AVC ou un EAP, la priorité est d'abord de sauver, enfin de stabiliser la maman. Donc, ce n'est pas forcément toujours la priorité. C'est des situations complexes et heureusement rares. Mais le monitoring fœtal n'est pas toujours la priorité dans fonction de la situation clinique. De façon générale, on commence à faire des monitoring fœtaux après 26 semaines, c'est sûr. En dessous de 24 semaines, pas dans nos pays. J'y reviens juste après. Entre 24 et 26 semaines, c'est la zone grise où ça doit se discuter en fonction
de la situation. Et ça discutait entre le gynéco et la patiente, parce que le monitoring fœtal, comme tout examen paraclinique, implique une réaction. On fait jamais un examen si derrière, quel que soit le résultat, on s'en fout. Donc, à partir du moment où vous faites un monitoring fœtal et que le monitoring fœtal n'est pas bon, ça implique le bébé décélère ou un rythme cardiaque qui est vraiment inquiétant, ça implique qu'il faut faire naître le bébé. Si vous faites un monitoring fœtal à 20, personne ne décidera de faire un monitoring fœtal chez une femme enceinte à 30 semaines parce que le bébé est viable. Et donc, ça impliquera, si le monitoring fœtal n'est pas bon, qu'on sorte le bébé prématuré, certes, mais ça valait la peine vu qu'il était viable. En dessous de 24 semaines, le bébé n'étant pas viable, en tout cas, on ne les prend pas en charge en général dans notre pays. Certains pays, c'est un peu différent, qui prennent de plus en plus tôt les bébés prématurés en charge, en Allemagne notamment. Mais là, nous, on ne va pas faire le monitoring fœtal à 22 semaines parce que si le monitoring n'est pas bon, alors c'est malheureux, mais on ne fera quand même rien. On ne va pas césariser un bébé qui, de toute façon, ne va pas survivre parce que ça ne changera rien pour lui. Et surtout, on va faire une césarienne chez une femme qui n'aura pas de bébé à la fin. Et donc, c'est une catastrophe en plus. Entre 24 et 26 semaines, ça doit se discuter en fonction du poids du bébé, en fonction de la situation, en fonction de ce que veulent les parents. Il sera OK de prendre en charge un bébé qui a 24 semaines d'aménorrhée, très prématuré, qui fait peut-être que 500 grammes. Et ça, c'est au cas par cas, alors on rentre de la spécialité, mais si c'est un couple qui aura peut-être sa seule chance d'avoir un enfant, bah, ils vont peut-être tenter la situation et d'autres pas. Maître. Donc, oui, la question concerne la subjectivité par rapport à l'évaluation des faits. Et la question est donc de savoir s'il y a une méthode reconnue ou en tout cas quelque chose de standard par rapport à cette évaluation des faits. À ma connaissance, je ne connais pas d'échelle comme il y a l'échelle EVA pour la douleur. Je n'en connais pas à part de façon pratico-pratique. Pour considérer deux extrêmes, si c'est une tache de sang sur la serviette, c'est pas trop. Si elle a percé son pantalon, c'est qu'elle saigne de trop. Mais c'est en général ces cas de figure-là qu'on va avoir. Les patients qui viennent pour des saignements massifs aux urgences vont arriver avec le sang taché à partir du moment où la patiente a ses vêtements qui sont percés de sang, c'est qu'elle saigne de trop. Nous, c'est qu'on considère, alors ça intégré à l'intensité de la douleur, ça a corrélé à la situation. Si on a une patiente qui a des saignements supérieurs, mais qu'elle est dans un schéma cytothèque parce qu'elle fait une IVG, c'est logique qu'elle ait des saignements plus importants que des règles. Si par contre c'est une dame qui est enceinte au premier trimestre et que tout se passait bien jusqu'à la veille, et qu'elle saigne plus que des règles, c'est qu'il y a un problème manifeste. Moi, j'ai tendance à, quand j'ai les patientes au téléphone, en tout cas, je leur demande si les saignements sont plus importants que des règles. Si c'est le cas, je m'en tracasse. Après, il y a des patientes qui sont très peu réglées, d'autres qui sont plus, donc c'est toujours subjectif aussi. Mais je ne connais pas l'échelle reconnue pour ça, en tout cas. Une autre question sur le chat qui s'intéresse à la demande de taux d'œstrogène et de progestérone sur la prise de sang d'admission. Est-ce que ces taux-là ont un intérêt? L'œstrogène, non. La progestérone est parfois utilisée dans la gestion des grossesses extra-utérines. Donc, la grossesse extra-utérine, on l'a dit, c'est une complication
ça concerne 1-2% des grossesses au total. Une partie des grossesses extra-utérines vont se soigner toutes seules parce qu'elles vont s'éteindre elles-mêmes, donc il n'y a pas de problème. Et puis après, les autres vont être opérées ou bénéficier d'un traitement par méthotrexate, qui est une façon non chirurgicale de traiter la grossesse extra-utérine. Il y a des algorithmes pour savoir quelles patientes peuvent bénéficier d'un traitement médicamenteux et donc auquel cas éviter une chirurgie. Et certains algorithmes, notamment le score de Fernandez, c'est le nom du gynécologue français qui l'a inventé, intègre le taux de progestérone dedans, parce que si la progestérone est très faible, c'est-à-dire que la grossesse n'est pas très évolutive, et donc auquel cas, ça pourrait bien répondre au traitement non chirurgical. Maintenant, quand il faut évaluer de façon générale une patiente qui est en début de grossesse et qui a un taux d'HCG qu'on découvre à 150, je ne vois pas l'intérêt en première ligne de doser la progestérone dans ce cas-là. C'est seulement dans le cadre où on suspecte une grossesse extra-utérine et qu'on veut la traiter par méthotrexate, mais en urgence en première ligne, en tout cas, je ne pense pas que ça doit être fait. C'est l'HCG et un groupe si on n'en a pas. Par rapport au bêta-HCG, il y a pas mal de questions par rapport jusque quand est-ce qu'on doit faire ce dosage de bêta-HCG? Est-ce qu'il doit être fait de manière systématique quand on a des métrorragies? C'est une patiente chez qui on sait que la grossesse est bien implantée, donc qu'elle est intra-utérine. Est-ce que ça a vraiment un intérêt et est-ce que, jusque quand est-ce que ça a un intérêt? C'est une question super intéressante parce que c'est vrai que c'est source de crainte au quotidien. Donc, ça n'a en effet plus aucun intérêt de doser l'HCG à partir du moment où on a localisé la grossesse comme étant intra-utérine. À partir du moment où elle est dans l'utérus, ce qui va permettre d'évaluer l'évolution ou non de la grossesse, c'est l'évolution de l'échographie. Parce que le bébé va grandir, parce que le cœur va se maintenir, mais le taux d'hormones n'a plus d'intérêt. Je reprends ici, je ne sais pas si on la voit toujours dans le diaporama, mais si vous voyez l'évolution du taux d'hormones pendant la grossesse, vous voyez qu'il augmente de façon très forte les 8-9 premières semaines de la grossesse. Il y a un pic de l'HCG vers entre 10 et 12 semaines d'aménorrhée, et puis après il descend. Donc si vous avez une patiente qui a consulté pour la première fois aux urgences, qui avait un taux d'HCG qui était prélevé à 8 semaines et qui est à 140 000 par exemple, et qu'elle consulte 5 semaines plus tard parce qu'elle a des douleurs et qu'on dose son taux d'HCG, on va se retrouver avec un taux qui est plus bas, alors que la grossesse n'a pas forcément involué, mais simplement parce que de façon naturelle, l'hormone de grossesse diminue en deuxième partie, enfin en fin de premier trimestre. Donc à partir du moment où la grossesse est intra-utérine, plus besoin de faire d'HCG. Ça fera des économies pour M. Vandenbroek. Merci. Encore une question, je l'avais dit que je vous bombarderais, c'est le cas. On parle de métrorragie, donc de perte de sang importante, quelle que soit la finalité, quelle que soit la cause, que ce soit une fausse couche ou une métrorragie liée à une implantation d'un placenta prévien ou d'autres problèmes comme ça. Quelle est la place de ce fameux exercice qu'on met à toute personne qui saigne dans ce type de saignement? Il n'a pas... alors, sur une fausse couche hémorragique, il a du sens dans la prise, toute prise en charge d'un choc hémorragique. Donc ça, c'est pas contre-indiqué d'utiliser l'exercice pour la grossesse. Il ne fait pas partie de l'arsenal thérapeutique sur des placentas prévia ou des métrorragies d'origine non expliquée chez la femme enceinte. Après, quand la grossesse est arrêtée et qu'on a un choc hémorragique, ça peut s'utiliser au même titre que dans une hémorragie du postpartum, auquel vous êtes parfois confronté en extra-hospitalier, c'est un accouchement à domicile. L'exacil fait partie, par contre, de la prise en charge de l'hémorragie d'alimentation. On commence en général par un gramme d'exacil, en plus de l'ocytocine et des prostaglandines qu'on fait en complément. Mais par contre, dans les saignements au deuxième trimestre ou troisième trimestre, ça ne fait pas partie de notre traitement habituel. On l'utilise parfois, il n'y a rien de mal à le faire, mais ce n'est pas notre habitude. Dernière question normalement, sauf si on a de nouveau des questions qui arrivent sur le chat ou ici. En dehors des métrorragies sur fausse couche, on a aussi des métrorragies sur IVG. Les gens arrivent aux urgences avec des métrorragies fort importantes.
pour lesquels ils n'ont peut-être pas été suffisamment informés. Est-ce qu'on a une différence de prise en charge de la patiente qui vient avec une métrorragie de la femme enceinte et une métrorragie d'une femme qui est dans une procédure d'IVG? J'aurais tendance à dire que l'algorithme est toujours si on se prend purement sur la prise en charge médicale, la stratégie est toujours la même. On évalue l'état clinique, la douleur, l'évaluation des sédiments et les paramètres. Que ce soit pour une IVG ou une fausse couche, le problème va être le même et le traitement doit être le même. C'est-à-dire que souvent, qui bloque, c'est un petit peu cru, mais ce qui amène les douleurs, c'est le passage de l'embryon à travers le col, parce que le col est serré et que l'embryon passe et que des contractions derrière, et c'est ça qui fait mal. Et ce qui provoque les saignements, c'est le fait qu'une partie du placenta, le trophoblaste du premier trimestre, reste en partie coincée. Donc c'est ça qui empêche l'utérus de bien se contracter et fait que ça saigne. Que ce soit dans un cas comme dans l'autre, ça change rien à la prise en charge. Si elle saigne, si elle a mal ou si c'est pas de bons paramètres, il faut qu'elle soit prise en charge. Des fois, on arrive à gérer le truc parce que s'il y a un truc qui est coincé dans le col, des fois, le simple fait de retirer le produit de fausse couche va permettre de gérer le problème, en tout cas la douleur. Et si c'est pas le cas, il faut faire un curetage en urgence, mais ça c'est au bloc opératoire. Mais dans un cas comme dans l'autre, la prise en charge est la même. L'IVG n'est jamais une situation facile pour Je connais peu de. Alors, évidemment, il y a toujours des exceptions, mais je connais très peu de patients qui ont fait l'IVG par choix. C'est souvent quelque chose de très compliqué à vivre dans un couple et elles doivent être, et j'en doute pas, mais elles doivent être aussi bien prises en charge. C'est pas parce qu'elle fait une IVG qu'elle a le droit de saigner plus ou qu'elle a le droit d'avoir plus mal. C'est parfois malheureusement des réactions qu'on entend de certains collègues, mais voilà, elles doivent être prises en charge telles quelles et être sauvées comme les autres. Alors chez nous, c'est rare, mais les fausses couches qui se compliquent font partie de causes de mortalité dans plein de pays en voie de développement, parce que si on ne fait rien, ça saigne. Le, 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 Même si la femme enceinte a un litre de sang en plus, au bout d'un temps, ça s'arrête quand même. Voilà, je pense qu'on est arrivé au terme des questions que le public avait relevées. Je vous remercie encore une fois pour votre présentation et les réponses à toutes nos questions. Je pense qu'on peut applaudir encore une fois le docteur Grantis pour sa présence.